Frédéric Bernier, bonjour. Bonjour, Mathieu Bellil. Ben, merci d'être là, de venir à cette rencontre. Vous êtes essayiste, professeur, vous enseignez la littérature au Cégep de Saint-Laurent. Vous avez publié des études sur Jacques Brault, Samuel Beckett, Saint-Denis Garneau, et vous avez écrit ce petit livre absolument remarquable, Antise. Je parlerai du sous-titre après. Antise, donc, chez Nota Bene, dans la collection Miniature. Un livre à l'écriture mature, à la fois sobre et évocatrice, au ton toujours juste. Un livre qui témoigne d'une recherche profonde, sincère, honnête, d'un sens de l'exigence comme on en voit rarement en littérature. C'est un petit livre, puis je dis petit livre parce que c'est sa taille en effet, et sa longueur. 80 pages c'est environ. Ça, collection miniature. Alors, le petit est assumé ici, est absolument assumé, mais je vous dirais franchement que j'ai l'impression de tenir un objet qui est passé par un processus de décantation et de réduction, c'est-à-dire un objet qui est vraiment, qui est une grande densité, réduit à l'os. Faire un clin d'œil à une préoccupation qui a été la vôtre, où vous n'auriez gardé, au fond, que l'essentiel, ce qui est déjà beaucoup. Et Antise s'est mérité le prix du gouverneur général 2020. Oui, grande surprise. Belle récompense méritée. Je voudrais commencer, Frédéric, par le titre de votre livre, et plus précisément par le sous-titre. Antise, c'est le titre, mais le sous-titre est révélateur et énigmatique. Alors, le livre est signé Frédéric Bernier, mais le contenu qui s'y trouve, sous forme de carnet, émane non pas de Frédéric Bernier, mais dans le sous-titre, c'est dit, c'est Frida Burns. Donc, le sous-titre, c'est Carnet de Frida Burns sur quelques morceaux de vie et de littérature. C'est bien ça? Oui, absolument. OK, bon. Et bon, je devais vérifier moi-même. C'est ça, dans l'ordre. Mais c'est bien ça. Alors, quelques morceaux de vie et de littérature. C'est ça. Ouais, C'est un très beau titre, sous-titre. Alors évidemment, Frida Burns, on reconnaît tout de suite par les initiales et aussi même le choix des noms. On reconnaît un peu Frédéric Bernier, mais puis là, Frida Burns, c'est une sorte de pseudonyme, puis en même temps, ça n'en est pas tout à fait un parce que vous signez vraiment de votre nom. Alors souvent, un pseudonyme, on se sert de ça pour se cacher ou pour peut-être prendre des libertés qu'on ne prendrait pas autrement. Ici, c'est différent. Pourquoi Frida Burns? Ben, je dirais que Frida Burns, c'est mon double littéraire. C'est moi et ce n'est pas moi. C'est moi tel que je me meus dans les livres, comme lectrice. C'est comme là, j'ai essayé de la faire exister dans des pages que j'écrirais moi-même. Donc, oui, c'est le nom de mon double en tant que passionnée de la littérature. C'est peut-être une sorte d'hétéronyme un peu à la Pessoa. Ouais. Et c'est surtout, je pense... c'est moins le nom d'un personnage de fiction, parce qu'il n'y a rien de fictif dans ce livre-là. Ce n'est qu'une tentative de dire la vérité d'un être au monde. Et c'est une quête d'un qui s'apparente peut-être à personne. Donc, je dirais que c'est le nom d'une quête de dépersonnification. Et bon, déjà là, je pense que ça en dit beaucoup sur ce que je tente d'approcher à travers ce livre-là. Pardonnez-moi, Frédéric, mais c'est très original. Vous dites une quête de dépersonnification. C'est-à-dire qu'en général, les gens qui écrivent des livres, c'est un peu l'image qu'on s'en fait, ils sont là pour conquérir une identité ou pour se donner un nom, pour être pleinement ce qu'ils sont. Et vous dites, c'est comme si dans votre travail, vous essayez d'écriture et de lecture, là, ça va ensemble, de ne pas être vous-même, de vous libérer de vous-même? Oui. Bien, je ne crois pas être très originale. Je pense que je me rapporte à une tradition de modernité qui a été quand même très, très forte. Frida Burns, c'est un peu « mon jeu est un autre ». C'est un peu comme Proust disant « celui qui écrit, le je qui écrit n'est pas le moi social ». Donc, Frida Burns, c'est ce jeu-là de l'écriture, de la solitude, de la rencontre avec l'autre
dans un langage qui n'est pas celui de la conversation de tous les jours, qui n'est pas celui du monde. Donc, je pense pas être originale, mais je suis peut-être prétentieuse au sens où j'ai la prétention, où je tiens à la prétention qu'aurait la littérature de tenir un autre langage et de s'avancer sur un terrain qui n'est pas celui, justement, du monde de tous les jours, sur un terrain d'étrangeté, d'altérité qui nous fait exister autrement. Et moi, c'est quelque chose auquel je tiens, c'est quelque chose qui est vital pour moi. J'ai simplement, je pense, dans ce livre-là, tenté de donner suite à cette existence-là qui avait cours dans les livres des autres pour moi. J'ai tenté de construire un abri qui prenne le prolongement des abris qu'ont été les livres pour moi. Donc, c'est comme si Frida Burns était en même temps une sorte d'héritière, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais d'héritière de toutes ces identités qui courent dans les livres et qui finissent par produire cette figure cristallisée qui est Frida Burns. Oui, et de cette tentative aussi, ou de cette expérience de la rencontre avec l'autre, qui n'est peut-être aussi forte que si l'on consent à se dessaisir ou à se déposséder d'un moi un peu factice, finalement, qui nous sert souvent de carapace. Donc, ça peut être quelque chose aussi d'un peu mystique, d'une certaine manière, d'atteindre une région de l'être qui appartient un peu moins au déterminisme social ou un peu moins au désir de briller ou d'être quelque chose de déterminé parce que c'est sécurisant. Donc, mais d'aller vers le risque de ne plus être grand-chose, finalement. Et, est-ce que c'est d'abolition ou l'abolition de l'être ou ça va pas jusque-là? C'est-à-dire, est-ce qu'il reste quelque chose quand même? Ben oui, je pense qu'il reste quelque chose. Il reste la plénitude de sentir qu'on est au monde et qu'on peut rencontrer l'autre. Évidemment, ça suppose aussi d'être tenu par quelque chose. On peut pas, je me rends pas jusqu'à la désarticulation totale de mon identité. J'écris quand même dans une langue qui est maîtrisée. J'existe à partir aussi donc d'études que j'ai faites, de lectures que j'ai faites. Donc c'est un monde qui se constitue. Ce n'est pas un néant, mais c'est un monde dont la richesse tient peut-être justement au fait de se dessaisir d'un certain nombre d'arrimages qui nous sont nécessaires dans le monde. Pour fonctionner, ça nous prend des étiquettes, ça nous prend des... il faut... Alors que le livre fonctionne justement pour moi, comme un abri où il est possible de s'avancer en étant plus à nu, peut-être. Oui. On va revenir sur la question de la nudité. C'est assez intéressant dans votre livre, mais je vais quand même insister à défendre un peu mon idée d'originalité. Vous parliez de Rimbaud, vous parliez de Proust avec raison, mais là, la particularité, c'est que c'est quand même Frédéric Bernier qui est en train pas de se décomposer, mais littéralement de se défaire sous nos yeux et de se reconstruire dans une configuration nouvelle qui est une configuration très énigmatique. Proust, quand il dit, par exemple, « Nous sommes plusieurs personnes superposées », c'est une des belles images qu'il utilise, mais dans ses romans, il reste vraiment à bonne distance en tant que Marcel Proust, à bonne distance de son univers, même s'il est sans doute un peu partout dans ses personnages. Oui, ses personnages, mais son personnage s'appelle quand même Marcel. Oui, mais c'est pas de lui exactement qu'il s'agit, alors que vous dites « Je quitte Frédéric Bernier », je la laisse aux portes du livre. Oui. En fait, elle est sur la couverture, comme justement l'abri, pas l'abri, mais le vêtement peut-être qu'il faut mettre pour bien paraître en société. Puis derrière ça, je vais dans un travail de dépouillement qui va très loin. La grande question, c'est la question de l'identité. C'est une question qui est centrale dans votre livre. Vous décrivez, par exemple, vers le début, j'ai depuis longtemps sans doute trompeuse. Vous aimez beaucoup ces petites incises qui viennent
complexifier, relativiser ce que vous dites. Ben, enfin, je trouve ça très, très fin. J'ai depuis longtemps sans doute trompeuse que certaines personnes ont une existence et une identité lisse, comme le papier lisse des magazines de décoration. Leur vie semble épouser les contours de leur être, comme un costume souple, parfaitement ajusté. Ça, je pense, c'est un sentiment que beaucoup de gens ont parfois quand ils regardent les autres de l'extérieur. L'effet Instagram, ou Facebook. Pour d'autres, et là je vous cite, vous continuez, pour d'autres dont je fais partie, l'aménagement intérieur est une affaire complexe. La vie et la personne qui leur ont été imparties paraissent le plus souvent trouées comme un vieux vêtement, sujettes aux inondations comme une vieille bicoque, de telle manière que le sens fuit, et avec lui le moi. Au fond, et là c'est la fin de la citation, pardon, au fond, c'est comme si vous disiez l'identité, ce que je suis, le moi, ça m'échappe. Je n'ai pas vraiment de prise sur ce que je suis. Et puis, bon, dans ce livre-là, vous êtes hanté, c'est le cas de le dire, par une sorte de disparition possible. Et c'est drôle parce que je pensais à ce titre du roman d'Anaïs Barbeau, La Valette, La femme qui fuit. Évidemment, chez Anaïs Barbeau, c'est la femme qui fuit au sens vraiment littéral. Là. C'est une femme qui se dérobe à son monde, à ses responsabilités. Mais qui va avoir un destin incroyable. Et dans votre cas, j'avais l'impression que c'est la femme qui fuit. Vous êtes la femme qui fuit. Êtes-vous la femme qui fuit au sens philosophique? Peut-être au sens ontologique de la fuite, donc non pas au sens spatial. Je ne fuis pas en étant sans cesse dans les lieux divers où je chercherais à adhérer à des luttes ou à des identités, ou comme Suzanne Meloche le fait dans ce beau livre d'Anaïs Barbeau-La Valette. Mais oui, le sentiment d'une fuite identitaire, que je ne suis pas grand-chose, ou que j'ai de la difficulté à adhérer à une identité qui puisse être fixée et qui puisse être nommée comme telle. Et encore là, en fait, je ne crois pas être bien originale, et même que en fait, évidemment, il y a toute une tradition de la littérature aussi qui a travaillé sur ce sentiment-là de fuite de l'identité. On peut penser à Pessoa, mais on peut penser aussi, puisque je pratique justement le carnet ou l'essai, on peut penser Montaigne, qui est le fondateur, l'inventeur de la tradition essayistique. Le terme même d'essai, c'était non pas un genre au départ, mais bien le titre du livre de Montaigne au 16e siècle. Donc, Montaigne lui-même, une de ses obsessions, une des questions récurrentes des différents tomes des essais, c'est la question justement de la multiplicité identitaire et de la fuite de soi, l'idée que dès lors qu'on tente de se saisir, on fuit, ce qui peut provoquer un sentiment de douleur, de panique, mais qui peut aussi procurer, dès lors qu'on l'accepte, un sentiment de grande joie. Et je pense que ce que je relate dans ce petit livre-là, Antise, c'est l'expérience justement de la transmutation de la douleur en joie. À partir de cette porosité-là existentielle, comment est-ce qu'on peut faire de ce qui pourrait nous mener à vouloir se crisper, à vouloir s'identifier très clairement dans le discours, et comment, au contraire, on peut peut-être aller essayer la voie inverse et y aller par une médecine un peu paradoxale, du more of the same, ou du pharmacone, du poison qui devient aussi le remède, et faire en sorte que, non, finalement, aller complètement vers la perte, l'abandon. Le mot de perte et le terme d'abandon, c'est un leitmotiv. Aussi, absolument. Donc, l'idée, finalement, est dans... Je revendique aussi le paradoxe ou l'aspect très contradictoire, et c'est là que j'ai aussi peut-être un peu la prétention, sous des dehors de considérations purement esthétiques et existentielles, j'ai quand même
Oui, la prétention de me situer politiquement aussi, c'est-à-dire que de défendre cet espace nécessaire à la perte, à l'abandon et à la dépossession. Ouais. C'est un lieu absolument nécessaire et c'est un rempart au discours productiviste, au discours du gain, au discours au néolibéralisme ambiant, finalement, parce que ce que je défends dans ce petit livre-là, c'est une logique folle. C'est une logique inverse. C'est une logique, évidemment, qui n'est pas politique au sens où je pourrais le revendiquer comme un discours politique ou fonder un parti de la dépossession et de la perte de soi. Évidemment, ça n'aurait aucun sens. Je ne suis pas sûr qu'il y aurait un vote... Beaucoup d'adeptes. Non. Non, mais je pense qu'il est politiquement nécessaire que des espaces existent à l'écart de la logique du gain, de la logique productiviste et que la littérature est un lieu pour faire exister justement ces logiques folles, ces logiques parce qu'au fond, qui ne peuvent pas être appropriées socialement et politiquement, mais c'est un geste politique. Parce qu'en fait, vous dites folle, puis en vérité, je pense pas que vous le pensez. Je crois que vous le pensez pas vraiment. En vérité, vous pensez que cette logique folle, que vous appelez folle, elle est nécessaire. C'est-à-dire que, parce qu'à la limite, on pourrait aussi dire la littérature nous offre un espace de folie, c'est-à-dire un espace où tout à coup on va travailler, où on va penser, pas travailler, mais on va penser, où on va être dans des logiques qui sont pas de l'ordre de l'utilitarisme. Mais c'est drôle parce que vous parlez de... Vous dites qu'il faut lâcher prise, c'est un peu votre... C'est un livre, vous dites ça, mais puis il faut se décrisper. C'est drôle parce qu'on dirait qu'on est à l'époque de la crispation identitaire. Pas seulement productiviste, mais c'est-à-dire on a l'impression qu'on vit dans une époque où plus que jamais, chacun, j'emploie cette expression-là parfois, est assigné à demeure dans son identité d'homme, de femme, de telle ou telle orientation, de telle ou telle origine, et où chacun se crispe littéralement, c'est-à-dire se campe sur des positions pour se protéger d'une menace. Donc, en ce sens-là, votre livre est très politique. Ben oui, je vois bien, effectivement, on est dans une époque, tout le monde le dit, là, de grande polarisation des discours, de crispation parfois haineuse, un peu partout dans les médias sociaux. Et oui, un des refuges par rapport à ces menaces-là et à je dirais, au grand discours néolibéral et à son rouleau compresseur productiviste, ben, un des refuges, ça peut être de choisir justement un combat, une identité et de revendiquer le droit d'être ceci ou cela, ce qui est certainement nécessaire, mais qui peut aussi amener son lot de crispation et de haine ressentimenteuse. Et qu'est-ce que vous voulez dire par haine ressentimenteuse? Ben, je suis en train de m'intéresser au travail notamment de Cynthia Fleury, qui est une philosophe et psychanalyste qui s'intéresse beaucoup au danger du ressentiment. Bon, encore une fois, dans une tradition qu'elle n'a pas inventée, mais le grand penseur du ressentiment, c'est évidemment Nietzsche. Bien sûr. Et je pense qu'on est dans une époque où on voit bien effectivement comment la douleur, le sentiment d'injustice peut mener quelqu'un à s'installer dans un dispositif et un discours qui relève du ressentiment. Ça me paraît nécessaire bien évidemment, demeurer à l'écoute de toutes les voix qui ne peuvent pas se faire entendre dans le discours général, des voix qui sont écartées, des voix qui sont marginalisées, mais ça me paraît aussi essentiel de faire en sorte de ne pas le faire sur un mode qui est celui du ressentiment ou celui justement d'une identité
sur laquelle on se crispe et auquel on se met à adhérer d'une manière de colère, de jalousie, de désir de vengeance, oui, de haine de celui ou celle qui de l'adversaire vous aurait pris quelque chose. Oui. Et de s'arroger finalement le monopole de la pureté, de la vérité. On a quand même l'impression, là, par les temps qui courent, que on est un peu dans une course justement chacun s'arroge la vérité sur l'histoire ou sur les versions du monde. Puis bon, je suis pas en train de tenir un discours relativiste, là. Il y a une telle chose que parfois une vérité puis une réalité. Oui. Mais on le sait très bien que quand il est question des affaires humaines et de versions du monde, ben là, il y a plusieurs vérités et plusieurs versions du monde qui s'entrechoquent, qui s'entrelacent. Et il y a des douleurs, il peut y avoir des douleurs des deux côtés. Rien n'est pur. Rien n'est pur. En fait, je me méfie beaucoup de tout ce qui relève de la pureté, de la morale. Bon, évidemment, personne n'a envie de se revendiquer directement de cela, mais on la sent beaucoup revenir, cette espèce d'envie, je ne sais pas si c'est une envie, un besoin de morale, d'établir des limites, d'assigner à chacun, de rappeler des comportements qui... Bon, est-ce qu'il n'y a pas, en même temps, est-ce que ça ne vient pas d'un vide ou de quelque chose qui n'était plus là pour nous, une sorte d'absence de guide, c'est-à-dire, justement, le relativisme qui fait que toutes les positions se valent, toutes les visions se valent. Ouais. Moi, j'ai pas tendance à penser que ça vient d'un vide ou que ça vient du relativisme, mais même j'ai plutôt tendance à réagir très fort à un autre discours que j'entends, c'est-à-dire qui rend responsable toute une tradition parfois associée au postmodernisme ou à la déconstruction. J'entends chez beaucoup d'intellectuels autour de moi cette idée que, finalement, Foucault a rendu possible Trump. On a déconstruit l'idée de la vérité, puis maintenant, tout le monde peut penser n'importe quoi. Pour moi, non. Foucault n'a pas du tout rendu possible Trump, mais peut-être n'a-t-on pas encore compris suffisamment Foucault. Et que c'est pour ça qu'on a besoin de se réfugier encore dans des certitudes et des vérités qui se veulent solides, comme des phallus, finalement, alors qu'il faudrait qu'on l'ait suffisamment déconstruit, le phallus. Moi, je pense qu'on a besoin d'encore plus de déconstruction. On a besoin d'apprendre à vivre dans l'incertain. Et on le voit bien à quel point c'est difficile. On traverse une pandémie, on le vit tous les jours et c'est très difficile de ne pas se raccrocher, de pas tenter de se raccrocher à quelque chose comme une vérité indestructible, mais il n'y en a pas de telle vérité. Et on cherche des guides aussi. Et on cherche des guides, mais chercher des guides, justement, chercher le chef, on sait ce à quoi ça mène, puis c'est la tentation de la droite, c'est la tentation de... Donc moi, je suis dans une logique du more of the same. On se sent perdu, on se sent sans guide, mais embrassons plutôt ce sentiment de perte, cette désorientation, désorientation, et voyons ce que l'on peut en faire. Et pour moi, la littérature, les arts et toutes sortes de pratiques peuvent être le lieu de cette autre logique-là. Et c'est pour ça que je dis que c'est une logique folle, au sens où c'est pas fou. Je fais pas l'éloge de la psychose du tout, mais c'est une logique qui est assez irrécupérable dans le monde aussi bien. On ne peut pas s'en servir et produire avec. Voilà. Ouais. Mais ça veut dire ça, Frédéric Bernier, qu'il faut apprendre à apprivoiser la honte. Hein, c'est un mot qui revient dans votre livre. Oui. Et puis parce que vous comparez votre existence, peut-être votre identité, votre moi, à un vêtement troué, un vêtement brisé, un vieux vêtement. Vous n'êtes pas nu, mais presque, c'est-à-dire vous parlez même de couvrir votre nudité. Et c'est drôle parce que j'avais l'impression, en vous lisant, de retourner aux origines du monde. Hein, le jardin d'Éden, au moment de la chute d'Adam et Ève, ils virent qu'ils étaient nus, ils en eurent honte. Il y a quelque chose de très, très singulier dans ce que vous décrivez, puis en même temps quelque chose de très universel, c'est-à-dire que
j'ai l'impression que ceux que vous identifiez comme des gens qui ont une identité lisse sont des gens qui ont travaillé très fort et qui travaillent très fort durant toute leur vie pour cacher la honte, pour refuser l'insuffisance, l'inadéquation, la faiblesse, que, autrement dit, certains réussissent simplement mieux que d'autres à faire oublier cette honte, cette nudité fondamentale, et que vous, au fond, vous dites non, il faut simplement l'assumer, la laisser presque au grand jour, enfin presque au grand jour. Est-ce que c'est ça, au fond, c'est apprendre à faire de la honte quelque chose et de l'insuffisance et de tout ce qui va avec ça, quelque chose de lumineux? Oui, très certainement. Il y a beaucoup de choses là, dans ce que vous dites. Merci de ces questions riches et généreuses. L'idée de se découvrir nu et d'en avoir honte, et l'idée de ces gens qui, de l'extérieur, ont l'air d'avoir une identité qui, elle, ne serait pas honteuse ou qui serait lisse ou qui serait plus montrable ou moins monstrueuse. Peut-être, au fond, ces gens-là qui nous apparaissent avoir cette vie parfaite ou cette allure parfaite. Ce côté lisse. Ce côté lisse des magazines, peut-être sont simplement des gens que l'on ne connaît pas suffisamment pour en voir les aspérités. Mais je pense qu'il y a quelque chose, effectivement, dans la vie sociale qui nous amène à avoir l'impression qu'il faudrait couvrir les aspérités, les incongruités, les insuffisances, alors qu'au fond, je pense que dans notre fort ou notre Ford intérieur, comme disait l'autre, je veux dire, on se sent tous plus ou moins honteux et insuffisants et plus ou moins mal adaptés, en tout cas à certaines heures. Et je pense même pas spécialement être socialement moins adaptée ou plus honteuse que les autres. Mais on dirait que j'ai eu besoin de me saisir de cette partie de moi qui ressent cette honte ou ce sentiment profond d'inadaptation sociale, ce sentiment que si je me laisse aller, je vais faire tâche et puis ça n'ira pas du tout ce que je vais faire. Mais en fait, ce qui est formidable, c'est que quand on fréquente justement ces lieux que sont les livres ou les pièces de théâtre ou l'art, bien, on se rend compte qu'on est une maudite gang à pas se sentir particulièrement... Oui. D'inadaptés. Ben voilà, puis que finalement, justement, dès qu'on sort un petit peu de la représentation sociale, et c'est aussi ce sentiment-là de honte et de solitude profonde à partir de laquelle j'ai essayé de travailler et d'écrire. Ma grande surprise, c'est que, en fait, le fait d'avoir travaillé ça semble avoir permis d'être reçu par d'autres d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Bien honnêtement. Qui se reconnaissaient dans cette expérience-là. Absolument. Ou en fait, qui voyaient peut-être, qui sentaient qu'enfin, on mettait des mots sur... qu'on mettait des mots et qu'on construisait un peu cet abri. C'est une image qui revient beaucoup dans votre livre. Vous parlez aussi d'absolu littéraire. C'est en même temps curieux parce qu'on sent qu'il y a une sorte de tension dans votre pensée à propos de la littérature. D'un côté, on voit que vous voyez la littérature comme un espace un peu privilégié où on peut justement se donner cette liberté de ne pas être. Et en même temps, vous dites, et je vous cite, vous dites que la littérature n'est pas ce lieu nécessairement où on peut guérir, réparer, colmater, reconstruire. Vous dites que la littérature est peut-être cet espace, il y a peut-être, parce que, évidemment, c'est toujours très nuancé, mais peut-être cet espace sacrificiel, paradoxal, sans contrepartie divine pour le justifier. Et ça, c'est une des phrases... Ben, vous le savez, parce que même sur Facebook, à un moment donné, je l'ai partagé, cette phrase-là. Mais... Puis vous m'avez corrigé, vous avez dit, il manque un peut-être. C'est pour ça que je me rappelle du détail. Mais qu'est-ce que c'est qu'un espace sacrificiel paradoxal sans contrepartie divine? On comprend bien qu'on n'est pas dans un monde où il y a un Dieu qui vient sauver tout à la fin. Ben oui, en gros, c'est ça. Parce que normalement, quand on se sacrifie, on se sacrifie
en vue ou pour quelque chose. Ouais. Donc, on donne, mais et même, on peut donner même de façon folle. Il y a quand même cette idée-là de quelque chose d'assez extrême dans le geste sacrificiel, mais habituellement, ça s'assoit sur une croyance, une foi, et l'idée que je vais récupérer la mise. C'est ça, je me sacrifie en vue d'un bénéfice futur. Voilà. Alors que là, pour moi, l'idée ou la littérature, et quand je dis peut-être, c'est parce que je parle pour moi, je parle de ma quête, et j'ai pas la prétention de dire, ben voilà ce qu'il faut faire quand on écrit un livre, ou voilà ce qu'est la littérature avec un grand L. Il y a toutes sortes de voies possibles, puis il faut précisément que la littérature puisse être tout cela, mais ma voix à moi est la voix de ceux que j'ai lus le plus et qui ont fait de moi quelqu'un qui a eu envie de prolonger le geste de lire en un geste d'écriture. Je pense à Beckett notamment, qui est le grand maître pour moi dans cette avancée vers le peu, vers le presque rien. Brault aussi, et plusieurs autres. Saint-Denis Garneau, oui, par exemple, ou Clarice Lispector, ou Sylvia Plath, ou bon. Je suis en train, dans le moment, de lire Sylvie la Liberté, que je trouve absolument formidable et qui devient pour moi une autre guide dans cette recherche de voix, justement, qui sont peu sûres et qui exposent quelque chose de la nudité. Et quand je dis un espace où on ne cherche pas le gain, c'est parce que, en fait, c'est par mon obsession, c'est encore mon obsession d'être irrécupérable. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas là, d'avoir un espace à part où on irait crever l'abcès et puis recharger nos batteries pour ensuite revenir plus productif dans le monde. Non, il s'agit de faire exister ça, pas parce que c'est nécessaire en soi et non pas pour autre chose. Et non pas pour un but. Je ne vais pas là, me reposer du monde pour ensuite revenir dans le monde mieux, plus rechargé ou réparé. Je ne vais pas me guérir d'une tare. Antise ne m'a pas guéri de mon sentiment de fuite, ne m'a pas réparé, ne m'a pas redonné un moi, mais il a fait exister cette voie-là et il a fait en sorte que certains autres s'y sont reconnus et que on forme des communautés qui existent justement selon d'autres logiques, des communautés un peu clandestines. Oui, mais est-ce que Antise ne donne pas quand même un sens à cette bien sûr. espèce d'inadéquation? Oui, bien sûr, ça donne un sens, mais ça ne donne pas un sens dont on peut faire quelque chose. Oui, je comprends. Est-ce que ça veut dire que, au fond... C'est pas instrumentalisé. Il y a des passages où on voit que vous dites, on peut pas... La littérature n'est pas le lieu de l'engagement positif en faveur de telle ou telle lutte. Hein? La littérature doit plutôt demeurer farouchement fidèle à cette négativité. La négativité, c'est un peu ça. C'est un peu cette espèce de presque rien qui est là et qui ne peut pas être récupéré pour des considérations autres. Mais est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas s'engager en littérature? Est-ce que la littérature est un lieu où on peut s'engager en faveur d'une cause? Absolument. Ouais. Je veux dire, et il y en a qui le font. Il y a des grands romans qui exposent de manière absolument magistrale et nécessaire des dimensions politiques du monde, dimensions sociales. C'est simplement pas ce que je cherche, moi, à faire. Et c'est pas parce que j'ai pas de conscience politique, c'est parce que je pense aussi qu'il est nécessaire parfois de défendre la part associable de soi. Et ça, c'est une belle formule. Et c'est simplement ça que j'essaie de faire exister. La négativité, c'est ça, c'est ce qui dit non. En même temps, ce qui dit non à toute demande sociale extérieure. Est-ce que parce c'est que pas parfois, ça, on est exténué de ce que le monde nous demande à l'extérieur. Et donc, j'ai un peu l'image aussi d'une zone marécageuse ou de la part
la part sauvage qu'il faut laisser comme ça en friche et sauvage et ne pas arraisonner à une cause, à ne pas lui demander de produire quoi que ce soit des légumes ou autre chose. Non, cette part-là, elle est là pour être et ne servir à rien et nous replonger simplement dans la sauvagerie de l'être et dans ce qui ne répond à aucune injonction. Mais est-ce que c'est pas la racine de l'individualisme, au fond, c'est-à-dire défendre la part associable de soi, c'est-à-dire la part irréductible, la part qui fait que l'on ne peut pas simplement se fondre, par exemple, dans la masse ou dans la norme? Est-ce qu'il n'y a pas, au fond, est-ce que c'est pas, vous n'êtes pas au service, au fond, d'un projet qui serait celui de la définition de l'individu qui s'oppose, en quelque sorte, aux appartenances, qui se dresse contre la demande de solidarité, par exemple. Non, j'ai pas du tout envie de camper là. Je vous provoque un peu, merci, là. Oui, je l'entends bien que c'est pour me permettre de me positionner par rapport à ça. Non, encore une fois, je pense que ce que je défends, c'est pas du tout un espace individuel. Parce que l'individu, c'est le moi, c'est plutôt le confort de ma petite vie, ce sont mes privilèges et c'est ce qui me permet justement d'être confortable. Alors, ce que je défends, en fait, c'est plutôt une tension vers la dépersonnification et donc vers l'anonymat, vers l'humanité, et parce que ce lieu-là est un des lieux possibles de la rencontre avec l'autre. Donc, c'est un lieu d'une certaine manière de communication, mais qui est juste radicalement, qui va à l'envers ou à l'inverse des étiquettes ou des identités reconnues ou établies. Mais je crois absolument pas être une tenante de l'individualisme. Je crois à la parole d'un sujet conscient d'où il loge, conscient aussi évidemment de ses privilèges sociaux, mais qui tend justement vers ce qui est de sauvage en lui. Et cette part sauvage, au fond, qui est en chacun de nous. Donc, en ce sens-là, c'est par là que se construit une sorte de solidarité, de communauté négative, dans le sens où c'est une communauté qui se réunit pas le samedi soir pour fraterniser, mais qui se retrouve dans cet espace un peu imaginaire qui est celui de la lecture, des mots. Vous dites que vous êtes en deuil de la fiction. Et c'est drôle parce que vous avez dit dès le début, tout ce qui est dans ce livre-là est vrai. Hein? All is true, OK? On se méfie toujours un peu des gens qui disent « all is true », enfin, ça c'est... Mais vous êtes en deuil de la fiction, et d'ailleurs, c'est une des choses fascinantes dans une des dernières parties de votre livre. Vous racontez l'histoire de ce roman que vous n'avez jamais écrit, ou que vous avez voulu écrire, mais qui n'a jamais vraiment abouti. Donc, vous êtes en deuil, non seulement de la fiction, mais vous êtes en deuil d'un livre, un roman que vous auriez aimé écrire, que vous n'avez pas écrit, comme si finalement, peut-être, vous n'arriviez pas à adhérer complètement au pacte ou en ce que Coleridge appelait le suspension of disbelief, suspension de l'incrédulité. Entrer dans la fiction, c'est accepter le pacte. Absolument. Je suis dans un monde fictif et j'accepte que je suis dans un monde fictif. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que... Permettez-moi juste d'ajouter cette phrase, mais est-ce que c'est pas parce qu'on est dans un monde qui est lui-même de plus en plus fictif? Pourquoi pas arriver à entrer dans la fiction? Oui, je comprends ce que vous dites, un monde de... Excusez-moi, j'ai brisé votre élan. Oui, non, pas du tout, pas du tout. C'est vrai que, l'entrée dans la pandémie était un moment d'impression de science-fiction ou de nouvelles fantastiques. Enfin, moi, ça m'a saisi et ça a été axé
anxiogène pendant plusieurs semaines avant que on se réhabitue à ce monde. Mais là, oui, tout d'un coup, on avait basculé dans un film, dans quelque chose d'insensé. Et puis, on ne cesse finalement, dans les dernières années, de vivre des événements comme ça qui nous font vivre l'incroyable. Bon, l'élection de Trump ou la pandémie. On a... Le 11 septembre. Le 11 septembre, absolument. Donc, est-ce que... Mais personnellement, j'ai pas l'impression que c'est parce que on aurait un monde qui serait devenu plus fictif ou plus factice. D'abord, j'ai un rapport compliqué à la fiction, c'est-à-dire que j'en lis sans cesse. J'ai du mal avec le roman, mais je lis énormément de romans. Mais c'est vrai que j'ai mon adhésion à la production romanesque est souvent un peu empêchée. Il y a souvent des livres que je ne termine pas parce que je n'y crois pas. J'ai souvent un déficit de croyance, effectivement. Je me dis, mais à quoi bon? Pourquoi il nous raconte ça? Pourquoi on nous raconte cette histoire? À quoi ça Quelle est la rime? nécessité profonde de cette histoire? Oui, peut-être que moi, je crois qu'il y a des gens qui sont portés par les histoires. Grand bien leur face, évidemment. Je ne veux pas militer contre le fait de raconter des histoires. C'est beau, ça nous berce, mais... C'est le mode le plus ancien aussi de connaissance. Absolument. C'est tout à fait noble. Bon, la mythologie, c'est ça. Et on s'est réfugié. Je veux dire, on passe notre vie aussi à se raconter notre propre histoire pour qu'elle ait un sens. Mais je pense que ça tient à des spécificités de ma sensibilité. J'ai du mal, moi, à y croire aux histoires. C'est peut-être pas ça qui me tient. Je suis très suspicieuse vis-à-vis des histoires, justement, qui me semblent souvent trop lisses. Et je ne vis pas la vie comme une histoire... Comme un roman. Comme un roman. La vie me semble tout sauf comme un roman. Il y a tellement de temps mort, il y a tellement... La vie est un bordel. On est traversé par toutes sortes de choses contradictoires et je pense que le monde contemporain, peut-être plus que jamais, ou en fait, je pense que la coupure est arrivée avec la modernité. Pour moi, puis je sais pas, encore une fois, je ne suis pas la première à le dire, Benjamin situait ça avec la Première Guerre mondiale en disant les hommes sont venus des champs de bataille avec un traumatisme qui fait en sorte que à partir de 1914 ou 18, c'est plus possible d'y croire ou de croire à une histoire qui pourrait tenir le monde en un tout. Un tour de grand récit qui donne un sens à l'aventure humaine, puis qui place ça sous un symbole qui peut être celui du progrès, le grand récit. Voilà. Et ces grands récits-là, ils ont été tenus à travers l'histoire, aussi bien par la religion que la philosophie. Et le roman, c'est une manière, chaque fois, d'essayer de nous faire croire, au moins le temps qu'on lit le livre, à une histoire qui se tienne. J'ai personnellement un déficit de croyance en ces grands récits ou en ces romans lisses parce que j'ai une sensibilité, je pense, particulière à tout ce qui, justement, fait saillie et contradictoire. Et ça me rend... Ces récits-là ne rendent pas justice à ce que je ressens du monde, à mon expérience du monde. Donc, je m'y retrouve moins. Est-ce que ça peut exister encore, un grand récit, aujourd'hui? Est-ce qu'on a encore besoin de ces grandes histoires qui nous sont racontées, qui donnent un sens? Est-ce que, par exemple, la pandémie, est-ce qu'on ne se raconte pas une histoire autour de ça? Ou alors, est-ce que collectivement, politiquement, on ne continue pas de se raconter l'histoire, par exemple, d'une humanité qui est en marche vers un monde meilleur, etc.? Je vois pas beaucoup de gens qui pensent ça. Je veux dire, on est quand même... puis, outre la pandémie, il y a les catastrophes environnementales. Je pense que moi, je rencontre pas beaucoup de gens autour de moi qui réussissent à croire à une histoire qui soit très...
qui nous tiennent entièrement et qui fassent fi de nos inquiétudes. Au contraire, j'ai l'impression que tout fuit de toutes parts. Hein. C'est pas juste moi, la femme qui fuit, tout fuit. Tout fuit, y compris le temps. Le monde, tout ça. Mais ce que je constate, c'est qu'on a du mal avec cette fuite-là. On a du mal avec le deuil, précisément, du grand récit. Mais est-ce que c'est pas parce que le grand récit qu'on aurait aujourd'hui, par exemple, pensons à l'écologie, l'idée que le monde s'en va vers une catastrophe et vers un enchaînement de catastrophes, est-ce que c'est pas parce qu'au fond, on vit dans un monde où le grand récit ne nous mène pas à la rédemption, comme c'était le cas, exemple, dans la religion chrétienne, où on dit à la fin, Dieu viendra, Jésus établira le grand millénarium là, du monde. Bon, ou alors dans le récit marxiste, par exemple, un jour, il y aura cette société sans classe et tout le monde sera heureux et égal. Aujourd'hui, le grand récit nous amène vraiment vers la destruction. Oui. Et donc, il y a comme une sorte de c'est l'horizon qui est bloqué, en un sens. On a de la peine à se projeter dans une histoire collective qui nous pourrait nous donner foi. Donc, est-ce que la méfiance envers les récits, envers les histoires, vient pas aussi de ça, de cette espèce de crise de l'avenir? J'ai une crise, en tout cas, de l'idée qu'on se fait de l'avenir. Oui, absolument. Je pense qu'on peut difficilement croire à la rédemption. Il faut encore pouvoir se mobiliser collectivement et croire en certaines choses là, pour essayer de sauver le bateau dans lequel on est tous. Mais je ne crois pas que ça puisse se faire justement sur le mode du récit lisse. Et donc, en fait, ce que j'entends dans ce que vous dites, Mathieu, c'est que ma non-croyance en la fiction, elle est peut-être simplement le reflet d'une incroyance collective ou d'une difficulté à croire qui vient précisément du monde. Et je pense qu'effectivement, ce que je vérifie en moi est le symptôme de quelque chose qui me dépasse considérablement. Simplement, peut-être que pour certains, le récit peut servir au moins un certain temps à contenir une angoisse. Moi, ce qui contient mon angoisse, parce que comme tout le monde, hein, j'ai besoin parfois d'être apaisée. Je suis pas toujours si kamikaze. J'ai besoin aussi d'être contenue et je recherche ça aussi quand je vais à la rencontre d'un livre ou d'un autre. J'aime bien pouvoir reconnaître quelque chose qui résonne avec ma sensibilité et ça a un aspect apaisant. Mais cet apaisement-là, je ne le trouve pas justement dans une grande construction, qu'elle soit systématique comme dans la philosophie, parce que moi, je suis d'abord une fille de philo. J'ai déserté précisément la philo parce que les grands systèmes rationnels ne me convenaient pas. Je n'arrivais plus à y croire. Ça me semblait justement une espèce de grand système paranoïaque pour se prémunir de la non-maîtrise du monde. Alors, je me suis tournée vers la littérature précisément parce que la littérature ne me semblait pas être le symptôme de gens qui avaient besoin de tout maîtriser. Je pense que c'est absolument nécessaire justement d'apprendre à ne pas tout maîtriser et à se réfugier peut-être dans des choses plus modestes. Et moi, ce qui me tient, et c'est vrai dans mon expérience de lecture, ça se fait à l'échelle de la phrase. Pour moi, puis j'en rencontre des vérités dans les livres qui me tiennent, qui sont comme des épiphanies et qui me donnent le sentiment d'exister par-delà moi et d'appartenir à quelque chose qui me dépasse et qui a été énoncé par l'autre. Et c'est magnifique quand notre vérité a été énoncée par l'autre. Moi, c'est à la rencontre de ça que je vais dans la littérature. Mais pour moi, ça ne se passe pas à l'échelle d'un roman. Ah, l'histoire est formidable ou le personnage est formidable. Non, c'est telle phrase dans le livre. Un moment. Telle scène. Bon exemple de ça, un peu fou, j'ai lu Anna Karénine. Bon,
assez tardivement, me disant, il faudrait bien que je lise ce grand roman de Tolstoï, c'est un peu gênant. Bon, on a tous nos classiques qu'on n'a pas lus. Exact, la liste est longue. La liste est toujours longue. Mais moi, c'était Anna Karénine. Mais maintenant, je l'ai lu, Anna Karénine. Mais ce que j'ai retenu d'Anna Karénine, c'est une petite scène absolument peu importante dans le roman, où deux personnages secondaires, dont je me rappelle même plus du nom parce que j'ai une très mauvaise mémoire, mais Montaigne avait une très mauvaise mémoire, alors je me réclame de Montaigne. Et il disait, je ne sais jamais si ce que je dis, je l'ai lu dans un livre ou si ça vient de moi. Voilà. Et donc, dans Anna Karénine, ce dont je me souviens, c'est la scène de deux personnages amoureux l'un de l'autre, mais incapables de se le dire, et qui vont, un beau jour, ramasser ensemble des champignons. Et la scène, c'est eux ramassant des champignons et parlant des champignons qu'ils retrouvent l'un et l'autre, sachant que là, ils sont en train de vivre le moment où ils pourraient enfin dire à l'autre, déclarer son amour et peut-être faire exister le début d'une histoire. Et les deux seront incapables de prononcer ces phrases et ne feront que ramasser des champignons et parler des champignons. Moi, c'est ce qui m'est resté d'Anna Karénine. Ça n'a rien à voir avec la fresque d'Anna Karénine. C'est complètement périphérique, mais donc là, c'était pas une phrase, mais c'était une scène. Et je trouvais ça formidable de faire exister quelque chose comme un ratage, et on l'a tous vécu, ce ratage-là. Ben oui. Oh, mon Dieu, peut-être si j'étais arrivée à dire là, à cet être-là, ce qu'il m'inspirait, peut-être que là, ma vie ne serait pas la même. Oui, voilà, ça aurait basculé. J'étais à deux doigts du grandiose. Voilà, et ça n'a pas eu lieu parce que j'en étais simplement incapable. Donc, moi, voilà ce qui m'est... C'est ces moments-là qui me tiennent. Et pour moi, ce sont des vérités grandioses, précisément, sur l'insuffisance humaine, sur... bon, là, c'est une scène un peu triste où tu te dis, mon Dieu, on aurait aimé qu'ils puissent se le dire, puis ils s'aimaient tous les deux, puis ils l'ont pas su, puis... Oui, mais triste, mais il y a une beauté dans cette il y a une grande beauté, il y a une grande beauté dans aussi. Cette espèce d'extraordinaire retenue. Oui, absolument. Qui fait qu'on ne dit pas les choses, mais elles sont là. Et dans la difficulté peut-être à dire l'essentiel. En fait, et ce qui est magnifique dans cette scène-là, évidemment, c'est d'arriver à montrer, et c'est ce que la littérature montre peut-être mieux que tout autre dispositif, l'écart entre ce qui est dit et ce qui est tu. Et montrer justement le langage, comment le langage, oui, évidemment, sert à dire, à montrer l'être, mais comment le langage sert aussi à le camoufler, à ne pas dire. Et aussi à révéler l'écart entre les intentions et ce qui arrive vraiment, entre l'idéal et la réalité. Et entre la vie intérieure et ce qui a lieu au-dehors. Donc, comment donner voix à ce qui ne se dit pas? La littérature est là pour moi à dire ce qui ne se dit pas. Frédéric Bernier, je pense que vous venez, en ces mots magnifiques, de résumer l'essentiel de votre travail. Dire ce qui ne se dit pas ou dire ce qui se trouve entre les mots ou dans cet écart entre les mots et la réalité. Merci, Frédéric. Merci à vous. On va vous suivre. Je vous souhaite le meilleur et puis au plaisir. Merci beaucoup, Mathieu Bellil.